plaisir d'accueillir pour ce webinaire. Euh, alors, c'est bon, oui. Donc, vous avez vu qu'avec votre accord, nous enregistrons la séance de façon à ce que ce webinaire puisse être écouté en différé. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nelly Dubos, qui est du pôle économie et prospective de la Chambre régionale d'agriculture Occitanie, et François Purcell, qui est professeur de sociologie à Gros-Toulouse et nouvellement élu directeur de cette belle école. Voilà, donc on va dire quelques mots peut-être sur Corae. Donc quand je dis en fait les animateurs de cette session, nous sommes trois: Sylvie Barthès de la Chambre régionale d'agriculture Occitanie, Guillaume Huby qui est, je ne le vois plus sur l'écran mais il doit être par là, qui est le chargé de mission Agropolis International sur ce projet, et moi-même. Alors, j'ai la main. Non, j'ai pas la main, Guillaume, apparemment. Mais tu peux passer à la diapo suivante. Normalement, Il y en tu a pas. devrais avoir en bas, tu devrais pouvoir. Ah, d'accord, il faut aller en bas, mais où en bas? Action. Ah oui, Ouais. d'accord, ok, d'accord. Très bien. Bon. Voilà, donc c'est le premier webinaire, hein, donc où on essuie les plâtres tous ensemble. Bon, donc Corae, vous le savez tous, hein, je reviens là-dessus, c'est une consultation expérimentale, c'est vraiment une première en Occitanie, du point de vue d'INRAE qui veut reproduire ce dispositif afin d'améliorer l'articulation entre une politique nationale et des dynamiques territoriales. Et donc l'objectif, c'est de mettre en débat la façon dont la recherche, la formation et le développement peuvent contribuer à répondre plus efficacement aux défis de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement dans les territoires occitans. C'est une initiative qui est portée conjointement par INRAE et par la Chambre régionale d'agriculture Occitanie, avec le parrainage de l'État et de la région, et avec le soutien des agences de l'eau, Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée Corse, et la participation des instituts techniques agricoles, de la coopération agricole, de l'enseignement supérieur agricole et de tous les acteurs de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement en Occitanie, et également la participation des habitantes et des habitants. Diapo suivante. Ah oui, c'est moi qui... donc, on a voulu avec Corae faire une consultation très large, et cette consultation, elle articule deux modes de délibération publique. Le premier, c'est une consultation de collège qui représente les familles professionnelles, donc l'agriculture, les filières économiques, les associations, les autorités publiques, les élus locaux, ainsi que l'enseignement supérieur et la recherche. Et on articule ces collèges de représentants avec des panels qui sont tirés au sort sur le mode des conventions citoyennes. Et donc, on a trois panels qui travailleront ensemble. Un panel constitué d'agriculteurs et d'agricultrices, un panel de chercheurs et des corps techniques INRAE, et un panel des habitants qui ne sont pas dans les deux précédentes catégories, avec une contribution des experts à différents endroits de cette consultation, une contribution également des publics avec la mobilisation des moyens de la région citoyenne, et avec une structure de pilotage multipartite. Alors, je pense qu'on est passé trop vite sur le diaporama de François, donc du coup il me restait une ou deux diapos, donc je ne sais pas si Guillaume tu peux faire quelque chose pour moi ou bon, sinon Excuse-moi, je reprends la main vite fait pour remettre sur ouais. la présentation d'introduction. Pendant que Guillaume reprend la main, peut-être rappeler aux personnes qui se sont connectées que vous pouvez poser vos questions au cours de la présentation dans le chat, et que nous ferons en sorte de répondre à vos questions.
Merci Sylvie. Et donc, alors j'ai plus les flèches pour passer le. Je vois plus les flèches, Guillaume. Ah, là, je vois les flèches, c'est bon. Ok, très bien. Alors, les objectifs de Corae, c'est utile de les rappeler très rapidement, hein. Donc, c'est avec ces deux dispositifs de délibération publique, c'est partager les visions sur les enjeux, les contraintes et les enjeux en prospective des systèmes alimentaires en Occitanie, et donc en déduire des défis et des priorités pour la recherche, le développement et l'innovation, établir collectivement des priorités pour l'ensemble des acteurs. Et donc cette opération est portée par INRAE et la Chambre régionale d'agriculture, mais elle vise à mobiliser l'ensemble des acteurs des écosystèmes de recherche, de formation et d'innovation, aider à formuler des nouvelles directions de recherche, développement et innovation pour répondre à ces défis. Et donc, il y aura des traductions très, très concrètes, hein. Donc, c'est vraiment une consultation qui est orientée vers l'impact, des traductions concrètes du côté de la Chambre régionale d'agriculture par l'actualisation de sa feuille de route innovation, recherche et développement partenaire. Et du côté d'INRAE, il s'agit de l'articulation de notre stratégie nationale INRAE 2030 avec les dynamiques territoriales. Dans le dispositif Corae, nous avons décidé de mettre en place ce système de webinaire, donc dont nous avons ici la première édition, afin d'apporter un socle de connaissances pour l'ensemble des participants. Ces webinaires, comme j'ai indiqué, ils sont enregistrés, ils pourront être visionnés en différé, ils seront donc stockés sur la page dédiée sur le site de Agropolis International, et nous reprendrons toutes les questions qui auront été posées, et Sylvie Barthès ici sera chargée effectivement de porter votre voix en résumé, en faisant une synthèse de vos questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions, hein. Évidemment, c'est vraiment très important d'avoir des échanges là-dessus, mais ces questions seront également sur le site web avec des réponses qui seront éventuellement complétées, et également avec des références que vous pourrez consulter, étant entendu que on a voulu ces webinaires dans un format assez synthétique. On les a voulu également en 1 heure où voilà, on peut tous en principe se libérer, même si il faut le faire sur un temps qui est précieux et souvent consacré à des activités familiales. Voilà, mais tout cela, ce sont des ressources qui pourront être utilisées de différentes façons par l'ensemble des personnes, donc les participants au panel, les participants au groupe de travail des collèges, mais également toutes les personnes qui s'intéressent à cette consultation. Voilà, j'ai été assez long, donc je vais passer la parole à Nelly. Donc les règles du jeu, hein, c'est des interventions de 20 minutes, de façon à ce qu'on ait une vingtaine de minutes de discussion. Et donc Nelly Dubosc va faire une première présentation qui sera suivie par celle de François Purseigle. Éventuellement, entre les deux, peut-être Sylvie glissera quelques-unes des questions qu'elle aura pu repérer sur le chat. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et bon webinaire. Merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, moi, je vais vous parler des chiffres clés de l'agriculture en Occitanie. Alors, mon propos sera très global hein, sur l'agriculture en Occitanie, qui est très diverse et très complexe. Mais l'objectif est de vous donner un panorama et une vue d'ensemble du territoire. Donc, je vais commencer par vous dire des choses que beaucoup d'entre vous savent certainement déjà. Hein. La région Occitanie est une très grande région. C'est la première région française par le nombre de ses départements. C'est pas la plus grande en superficie. On est la deuxième région en superficie. Et on couvre 13% du territoire métropolitain. Donc 43% qui est consacré à de la surface agricole utile et 21% qui est consacré à de la forêt. C'est également la deuxième région au plus fort taux de croissance démographique.
depuis de nombreuses années, avec 6,2 millions d'habitants en 2025 et une croissance toujours en augmentation, notamment sur les zones urbaines de Toulouse, enfin les aires urbaines de Toulouse, Montpellier, Montauban, mais également sur le littoral. Par contre, en termes de densité, c'est une des régions les moins densément peuplées de France. Donc les zones urbaines et la zone littorale sont extrêmement peuplées, mais par contre, on est 9e région française pour la densité moyenne, puisqu'on atteint une moyenne de 85 habitants au kilomètre carré, avec un certain nombre de zones rurales qui sont proches du seuil de désertification en termes de densité. Au niveau économique, la région enregistre un PIB de 213 milliards d'euros en 2023, ce qui représente seulement 7% du PIB national. Donc, par rapport à la taille de la région et à sa population, ça reste relativement faible, avec un niveau de PIB par habitant qui est également plutôt bas par rapport à la moyenne nationale. Ce qui est intéressant à retenir au niveau du secteur agricole en région Occitanie, c'est qu'il s'agit d'un secteur économique majeur. On peut dire que la région s'appuie sur 3 grands piliers économiques d'une manière globale. Je vais commencer par celui qui est le plus connu, en tout cas pour la partie ouest de la région, qui est l'aéronautique et le spatial, qui est bien évidemment le secteur avec le plus gros chiffre d'affaires et le premier secteur exportateur. Du côté est de la région, le tourisme est le secteur économique le plus important, avec un nombre d'emplois assez élevé et un chiffre d'affaires également assez élevé. Mais vous constatez que si on regarde le secteur agricole et agroalimentaire, on couvre 160 000 emplois sur l'ensemble de la région, ce qui est même plus que les deux autres secteurs, et un chiffre d'affaires proche de celui du tourisme. C'est également le 2e secteur exportateur et le 2e secteur industriel, juste derrière l'aéronautique et le spatial. Un point important sur le territoire d'Occitanie, c'est que c'est un territoire qui est grand, comme je l'ai précisé tout à l'heure, mais qui est aussi très contrasté. Donc avec 45% du territoire qui est en montagne, réparti sur 2 zones de montagne, le sud du Massif central et les Pyrénées, mais également un territoire côtier sur toute la frange Aix-Languedoc-Roussillon, et un territoire de plaine qui s'étale également entre les 2 massifs montagneux. Alors, comme vous le constaterez, cette carte de relief, elle influe beaucoup sur les productions agricoles qui sont présentes sur le territoire et sur les zones climatiques qu'on retrouve. Alors, je ne vais pas vous parler beaucoup de climat aujourd'hui, puisqu'il y aura un autre webinaire dédié plus spécifiquement au climat, mais juste quelques éléments de connaissance sur les zones climatiques de la région. Vous voyez qu'on retrouve bien l'aspect relief avec la zone méditerranéenne et un climat qui est plutôt chaud et sec, les zones de montagne avec des zones un peu plus pluvieuses et la zone de plaine qui est plutôt entre les deux avec un climat de type sud-ouest. La pluviométrie moyenne en région, elle est de 700 mm par an avec une très grande variabilité. Je pense que ça a pu être constaté à de nombreuses reprises, mais ça reste une moyenne relativement basse par rapport aux différentes moyennes françaises qu'on peut constater, avec notamment une caractéristique très marquée sur des étés qui sont chauds et secs et des écarts de température assez importants. C'est également une région qui a une densité agricole assez élevée. Alors, on a rapporté sur cette carte le nombre d'exploitations agricoles pour 100 habitants par commune. Et ce qu'on peut remarquer à première vue, c'est qu'il y a quand même un maillage agricole assez important. On voit des poches un peu moins denses autour des zones urbaines et du littoral. Néanmoins, toutes les zones rurales sont quand même assez couvertes. Et ce que vous pouvez voir dans la légende, c'est que la moyenne nationale de cet indicateur, elle est à 0,6 exploitations pour 100 habitants, alors que la moyenne régionale est à 1,1.
Donc on a bien un nombre d'exploitations agricoles relativement important par rapport au nombre d'habitants sur le territoire. Et ce maillage agricole, on le retrouve de façon marquée dans la diversité des filières et des territoires agricoles qu'on peut constater sur le territoire. Donc cette carte résume finalement un peu toutes les cartes précédentes, puisque vous avez là les productions majoritaires par commune qui ressortent suite au recensement agricole de 2020. Alors, la légende est un peu petite, je pense, sur les écrans d'ordinateur que vous pouvez avoir là. Donc, pour vous donner quelques grandes lignes, hein, la partie littorale plutôt à dominante violette et bien sûr à dominante viticole. Vous avez les deux massifs, donc des Pyrénées et du Massif central, qui sont à dominante élevage, avec la zone au vin-lait sur le périmètre de Roquefort, que vous voyez en bleu-vert. Et ensuite, toute la plaine autour de Toulouse et du Lauragais qui est plutôt orientée grande culture. Donc, ce sont des grandes masses, hein, bien entendu. On a des petites poches et des territoires un peu plus spécialisés sur d'autres productions. Mais ce que vous pouvez voir surtout sur cette carte, c'est l'immense diversité des paysages agricoles qu'on peut retrouver sur le territoire régional. Alors cette diversité, elle se retrouve quand on regarde la répartition du chiffre d'affaires agricole. On peut constater qu'on a un chiffre d'affaires agricole régional qui se partage de façon quasiment équivalente entre les productions animales et les productions végétales, avec une forte dominante de la viticulture et de tout ce qui est fruits et légumes et horticulture, qui sont des productions plutôt à haute valeur ajoutée, qu'on retrouve sur une grosse partie des exploitations de la région. Derrière, vous avez les grandes cultures qui couvrent quand même près d'un quart du chiffre d'affaires, puis toutes les productions animales qui sont très diversifiées, donc avec tous les types d'élevages qui sont présents et qui peuvent apporter une part du chiffre d'affaires également. Par contre, quand on regarde la représentation des surfaces agricoles, vous avez ici 2010 et 2020, avec une évolution qui est relativement faible finalement sur la répartition entre 2010 et 2020. On a une très grosse majorité de la surface régionale qui est consacrée aux prairies et aux cultures fourragères. Donc c'est assez marquant, hein, on a plus de la moitié des surfaces qui sont consacrées à ces productions-là, et une grande partie également aux grandes cultures. La viticulture, les légumes et les fruits couvrent finalement assez peu de surface en regard de leur poids dans le chiffre d'affaires agricole. Qu'il faut retenir également sur l'agriculture occitane, c'est que la région Occitanie est la première région en nombre d'exploitations. Hein. Donc, bon, ce sont des chiffres du recensement agricole 2020. Donc, je tiens à préciser que il y a eu certainement des évolutions sur ces chiffres-là. Néanmoins, ce sont les chiffres les plus exhaustifs disponibles dans la statistique agricole et qui permettent d'avoir des repères assez fiables. Donc en 2020, on comptait un peu plus de 64 000 exploitations agricoles en Occitanie, ce qui représente 15% des exploitations métropolitaines, pour seulement 12% de la surface agricole utile. Donc il y a un peu plus de 3 millions d'hectares de surface agricole utile en Occitanie. Alors ces deux points-là signifient quelque chose d'assez important et marquant pour l'agriculture occitane, c'est que la surface agricole utile moyenne des exploitations occitanes est de 48,6 hectares en 2020, alors que la moyenne française se situe à 65 hectares, donc on est quand même largement en dessous. Et au niveau de la main-d'œuvre, les exploitations agricoles employaient en 2020 un peu plus de 91 000 emplois temps plein, ce qui représente 13% de la main-d'œuvre agricole française. Voilà, ce sont des ordres de grandeur, hein, bien évidemment, mais ça vous permet de situer un petit peu le poids de la région au niveau national.
Par rapport à la répartition des productions, on a regardé ce que ça donnait en chiffre d'affaires et en surface précédemment. Mais si on le regarde en nombre d'exploitations, donc on a un peu plus de 30 000 exploitations qui sont en filière exclusivement végétale. Donc en fait, c'est une grosse majorité des exploitations d'Occitanie qui sont en filière végétale, avec une très forte dominante de la viticulture spécialisée, qui représente plus de 10 000 exploitations, mais aussi les grandes cultures spécialisées qui ressortent de façon assez importante. Et une des caractéristiques quand même de l'agriculture régionale est qu'on a un nombre important d'exploitations mixtes, alors ici en végétal avec de la polyculture, soit avec des grandes cultures plus d'autres productions végétales comme la vigne ou les fruits et légumes, mais également des productions autres comme de la forêt ou des prairies, mais sans élevage qui va derrière. Pour les filières animales, on a séparé ici en 2 grandes catégories, les élevages, les exploitations exclusivement d'élevage et les exploitations en polyculture élevage. Et vous voyez ici qu'on a également une représentation de toutes les filières avec quand même une dominante assez forte sur les bovins viande, mais aussi un nombre relativement important d'exploitations mixtes avec plusieurs troupeaux différents. Et la polyculture élevage qui est toujours bien représentée sur la région. Une petite incartade à l'agriculture en passant sur la partie aval du secteur et le tissu agroalimentaire. Alors, je n'ai pas forcément beaucoup développé cette partie-là, ce n'était pas l'objet aujourd'hui, mais pour vous donner un peu une idée, le tissu agroalimentaire régional est assez dense avec près de 9 000 entreprises d'industrie agroalimentaire qui sont majoritairement localisées en zone rurale. Et pratiquement toutes les entreprises agroalimentaires sont exclusivement d'emprise régionale, ce qui est quand même assez marquant par rapport à de nombreuses autres régions. Et 80% sont des entreprises de petite taille avec moins de 10 salariés. Donc on est quand même plutôt sur un tissu agroalimentaire avec des entreprises très petites et un secteur majoritairement dominé par les PME. Ça représente 6% de l'emploi national des industries agroalimentaires, hein, donc on n'est pas une très grosse région agroalimentaire. Ce sont des entreprises qui exportent pour 20% de leur chiffre d'affaires sectoriel. Si on rentre un petit peu plus sur les exploitations agricoles occitanes, je vous ai mentionné tout à l'heure la surface agricole utile qui était petite par rapport à la moyenne nationale. C'est vrai historiquement, hein, et ça reste vrai. Quand on regarde l'évolution sur le long terme, donc là vous avez les évolutions de tous les recensements agricoles en nombre d'exploitations et en surface agricole utile moyenne par exploitation sur l'ensemble de la région. Donc, vous voyez que l'évolution est assez linéaire, avec une augmentation beaucoup plus importante de la SAU par rapport à la diminution du nombre d'exploitations. Donc, bien évidemment, la SAU moyenne a fortement augmenté. Néanmoins, cette augmentation est bien plus faible que ce qu'elle a pu être dans beaucoup d'autres régions françaises. Et on garde des modèles plutôt familiaux et centrés sur des exploitations individuelles de façon assez marquante. Alors, ça se traduit également dans le recensement agricole par une part de ce qu'on appelle les micro-exploitations en termes économiques. Hein, c'est un terme d'économie statistique au niveau du recensement agricole qui est assez fortement représenté. Je passe un peu vite là-dessus. Hein. Voilà, c'est pour ça, j'accélère un petit peu. Le fait d'avoir des exploitations plutôt petites a certainement contribué au fait qu'il y a une forte recherche de valeur ajoutée dans les exploitations d'Occitanie, avec près de 30% des exploitations qui commercialisent en circuit court, et aussi plus d'un tiers des exploitations qui commercialisent sous signe officiel de qualité, ainsi qu'une proportion d'exploitation en bio qui est également une des plus importantes au niveau français.
Et pour finir, quelques points sur les enjeux socio-économiques de l'agriculture occitane. Donc, un des points majeurs et d'autant plus prégnant ces dernières années, c'est que les résultats économiques des exploitations agricoles d'Occitanie sont globalement faibles. On enregistre un revenu courant avant impôt pour les actifs non salariés agricoles qui est inférieur à 18 000 € en moyenne sur 2022-2024, ce qui représente 41% de la moyenne nationale, donc c'est très faible, alors que le niveau de charge à l'hectare, donc le coût finalement de la production reste quand même relativement élevé par rapport au niveau national. Cette valeur du revenu, on a voulu regarder ce qu'elle donnait sur le long terme. Alors structurellement, le revenu agricole d'Occitanie est plus faible que le revenu moyen français. Vous voyez la courbe verte, c'est Occitanie, la courbe bleue, c'est la France métropolitaine. Et pendant de nombreuses années, finalement, le pourcentage s'est situé autour de 60-70% de la moyenne française. Mais depuis 2020, on a connu une succession de crises, alors économiques, sanitaires, climatiques, etc., qui se sont succédées à un rythme très rapide et qui ont fortement impacté les exploitations agricoles en France, mais en Occitanie de façon encore plus marquée. Et on constate un véritable décrochage depuis 2020-2021 du revenu agricole occitan par rapport au revenu agricole français. Quelques éléments de conjoncture sur la campagne 2025 qui se termine. Donc, la campagne 2025 a été relativement bonne sur tout ce qui est fruits et légumes et on va dire moins mauvaise que les années précédentes sur les grandes cultures, mais on est sur des marchés qui restent bas et avec des conséquences climatiques quand même encore compliquées. Par contre, c'est une année encore catastrophique pour la viticulture. Et en élevage, on s'inquiète particulièrement, vous le savez, au vu de l'actualité, des questions sanitaires et des maladies qui déclenchent des crises sanitaires assez prégnantes. Dernier point qui fera finalement un peu la transition avec le propos de François Purseigle sur les dynamiques d'installation et le remplacement. On peut constater sur Occitanie des dynamiques d'installation qui sont assez hétérogènes avec des taux de remplacement des exploitants agricoles qui sont à certains endroits très faibles, à d'autres quand même plutôt bons. Alors, ces dynamiques d'installation, on les retrouve également en lien avec les filières qui sont présentes sur les territoires. On a des dynamiques d'installation qui sont quand même beaucoup plus favorables finalement sur les territoires de montagne et l'élevage qu'en territoire de plaine. Un des points importants qu'on retient sur la dynamique d'installation est le maintien des exploitations, parce que installer c'est bien, mais maintenir les exploitations dans le temps, c'est encore mieux. C'est qu'on a des taux de maintien qui sont extrêmement variés selon les productions. Alors ça, c'est une étude qu'on a faite il y a quelques années qui mesure les taux de maintien par filière des installés. Donc vous partez d'une cohorte d'installés et on regarde combien sont encore en activité au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Et vous voyez que des productions comme le maraîchage ou les volailles ou les équins, qui sont des productions qui ont beaucoup le vent en poupe en termes d'installation, passent la barre des 60% de taux de maintien et passent en dessous de 60% finalement avant la 10e année d'exploitation. Alors que les productions plus classiques, on va dire des grandes cultures ou des élevages classiques, se maintiennent globalement plus facilement sur les 10 premières années. Voilà, je n'irai pas plus loin sur ces éléments-là. Je vous ai mis dans le diaporama que vous retrouverez un certain nombre de liens que vous pouvez consulter et qui vous apporteront des éléments complémentaires sur tout ce qui a pu être dit ici. Vous pourrez consulter l'occasion. Un grand merci Nelly pour cet exposé vraiment
qui a fait le tour de la question et dans le temps qui était imparti. Il y a 2 questions dans le chat, mais on va peut-être pas les prendre de suite parce que c'est des questions, je pense, qui sont assez fondamentales. Et donc, je pense que François va un peu aborder ces questions de distribution du revenu, enfin, hétérogénéité du revenu. Donc, je propose qu'on passe directement la parole à François, donc également pour 20 minutes. Et je me permettrai un petit appel à moins 5 minutes de la fin, François. Oui, merci beaucoup Pierre-Benoît, merci Sylvie, merci Nelly, merci Guillaume. Alors, j'essaye de passer les diapos, voilà, je fais un essai aussi, j'essuie les plâtres. Donc, j'ai intitulé ma présentation Occitanie entre défis écolaires agricoles, hein. On aurait pu ajouter le terme d'agricole. Ce que je vais souligner ici fait écho à une série de travaux que j'ai pu réaliser non seulement dans la région depuis quelques années à travers les études que nous menons dans le cadre de la chaire non seulement Germéa, mais aussi de la chaire INFACT, et puis dans le cadre des travaux que nous menons au sein de l'UMR, INP, INRAE, Agir, travaux qui ont pu porter sur l'évolution des structures d'exploitation, mais travaux qui ont pu porter également sur les mouvements sociaux qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans notre région tout particulièrement, et je m'appuierai aussi sur un certain nombre de résultats qui renvoient à des enquêtes réalisées dans la France entière, mais qui nous permettent de voir un peu les particularismes du positionnement des agriculteurs et agricultrices français dans le contexte actuel. Mon propos va s'articuler autour de 3 points. Je reviendrai sur les défis sociaux qui caractérisent aujourd'hui notre région. Les défis entrepreneuriaux seront abordés dans un second temps, et puis je m'arrêterai sur la spécificité peut-être des défis territoriaux dans notre région par rapport à ceux qu'on peut observer ou qui sont à relever aussi dans d'autres régions. Les défis sociaux, ils sont de 2 ordres pour moi dans cette région, comme ils le sont dans d'autres régions, bien entendu. Je pense que la région Occitanie n'échappe pas finalement à des défis d'ordre démographique, mais aussi à des défis de reconnaissance sociale de cette population, tout particulièrement. La région, elle est, comme d'autres régions, confrontée à ce que je vais appeler un mur démographique. On ne l'a pas abordé de manière chiffrée, mais on sait que quand même une grande partie des agriculteurs en place vont devoir partir à la retraite dans les années qui viennent. Et ces exploitants qui partent plus rapidement aussi à la retraite sont ceux qui sont situés dans des exploitations de petite taille, des exploitations même de loisirs ou des exploitations patrimoniales, caractéristiques aussi de notre région. Donc on fait partie des régions françaises qui finalement peuvent attirer, mais qui vieillissent aussi dans un certain nombre de territoires, de petites régions agricoles. La dynamique démographique est marquée à la faveur de ce vieillissement qui affecte non seulement les actifs familiaux, les chefs d'exploitation, pardon, mais l'ensemble des actifs familiaux. Moi, je voudrais aussi souligner le fait que l'agriculture régionale n'échappe pas à une autre tendance lourde, qui est celle de l'effacement des actifs familiaux. Alors oui, on a une agriculture familiale en région Occitanie, mais dont le travail est de plus en plus dépendant d'un recours à une main-d'œuvre non familiale. Ce qui est vrai en France est vrai aussi en Occitanie, notamment dans des productions et dans des filières qui sont majeures pour notre région. On a parlé d'une grande diversité d'exploitations, mais on a vu aussi avec Nelly quels étaient finalement les secteurs d'activité qui, en termes de chiffre d'affaires, dominaient. Et ces secteurs d'activité qui dominent sont aussi des secteurs d'activité, je pense à la viticulture, mais le secteur des fruits et légumes, qui ont de plus en plus recours à une main-d'œuvre de moins en moins familiale. Et l'essentiel de la production en fruits et légumes aujourd'hui dans notre région, et le fait aussi d'exploitations agricoles, et je pense à des exploitations de l'Est de la région, qui ont recours à une main-d'œuvre de moins en moins familiale et de plus en plus précaire aussi. Ça, c'est un élément important qui a été souligné à travers un certain nombre d'enquêtes.
ces exploitations familiales, même de petite taille, sont de plus en plus dépendantes d'un recours à une main-d'œuvre non familiale de plus en plus précaire aussi. Donc, la région Occitanie, elle doit gérer des flux de main-d'œuvre qui ne relèvent pas d'un salariat qui est classique ou qui serait simplement le fait d'une embauche directe par des exploitants. Aujourd'hui, le recours à la main-d'œuvre passe de plus en plus par la mobilisation de groupements d'employeurs, d'entreprises de travaux, on reviendra là-dessus. Donc, on a certes un grand nombre d'exploitations dans le territoire, mais il faut s'interroger sur qui fait le travail dans ces exploitations agricoles, par-delà le chiffre. Nelly l'a aussi souligné, ce qu'on peut constater dans cette région, ce sont certes des installations dynamiques dans certaines petites régions, mais des installations qui peuvent apparaître beaucoup plus instables et qui finalement ne se font pas toujours au service d'un certain nombre de filières qui sont en place. Et on voit, notamment dans notre région, et des travaux que j'avais pu réaliser notamment dans les Pyrénées-Orientales il y a 4 ou 5 ans, donner à voir des installations nombreuses dans des zones de piémont, des zones de montagne, et beaucoup plus faibles, ça a été souligné par Nelly, en zone de plaine, là où se situent des outils de collecte, des outils de transformation dans des filières qui embauchent aussi bon nombre d'enfants du pays ou de femmes du pays qui travaillent dans ces outils de collecte ou d'appro qui aujourd'hui délocalisent une partie de leur activité de production. Il faut savoir qu'un certain nombre de coopératives, même dans le secteur des fruits et légumes de la région, ont investi dans des domaines, dans d'autres régions françaises ou même à l'étranger pour assurer le maintien finalement de l'outil de transformation, de cet outil agroalimentaire dont on a peu parlé et dont on pourrait parler aussi, c'est-à-dire que le maintien de certains outils de transformation passe par finalement une délocalisation aussi parfois de certaines activités de production. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que notre région, elle attire notamment, et je vous invite à lire les travaux de Cécile Gazot là-dessus, des publics qui vont s'installer parfois à côté de certaines filières, mais surtout, on a de nouvelles générations qui arrivent dans la région qui ne se projettent pas toujours dans les exploitations familiales qui sont en place. Donc oui, on a des exploitations familiales qui sont en place et qui sont nombreuses, mais posons-nous la question de savoir si finalement elles attirent encore ces publics qui veulent s'installer dans notre région. Ça, c'est une vraie question et on voit bien que les exploitations qui sont en place dans les zones intermédiaires, et notamment dans la vallée de la Garonne, n'attirent pas forcément ces publics qui sont attirés par l'agriculture régionale. Donc, comment faire reconnecter cette offre et cette demande, c'est un enjeu majeur à mon avis dans cette région, plus qu'ailleurs. Autre défi social, ce défi de la reconnaissance. Plus que dans d'autres régions agricoles françaises, on a des agriculteurs et des agricultrices confèrent le nombre de blocages autoroutiers dans la région, tout particulièrement encore aujourd'hui, qui sont en quête de reconnaissance sociale et qui sont, ou du moins qui semblent beaucoup plus inquiets que d'autres agriculteurs français. Et c'est vrai qu'on a pu le montrer dans un certain nombre d'enquêtes qu'on a réalisées au niveau national, ici plus qu'ailleurs. La quête d'une juste rémunération, ça a été plus ou moins souligné par Nelly, au regard du travail réalisé est prononcée. C'est-à-dire qu'on a des agriculteurs qui, plus qu'ailleurs, se sont engagés dans des démarches innovantes, dans des démarches qui sont coûteuses, dans des démarches qui sont coûteuses en temps, qui sont coûteuses aussi en argent, mais des agriculteurs qui jugent ces efforts faiblement récompensés, plus qu'ailleurs, et des agriculteurs qui, peut-être plus qu'ailleurs, quand vous allez sur les barrages, vous disent être finalement dans une situation, ou du moins des agriculteurs qui se pensent plutôt abandonnés. Ce sentiment d'abandon est beaucoup plus marqué, je trouve, à travers les enquêtes de terrain qu'on a réalisées dans notre région que dans d'autres régions. Et on est vraiment dans une quête de reconnaissance sociale beaucoup plus marquée, avec un éclatement de cette quête, avec des logiques qui relèvent finalement de la reconnaissance d'une transformation qui est à l'œuvre dans un certain nombre d'exploitations, d'autres qui cherchent plutôt à être reconnus parce qu'ils ont toujours été là, et d'autres qui cherchent à être reconnus parce qu'ils ont entrepris. Mais en Occitanie, plus qu'ailleurs, quand on regarde de près finalement le profil des agriculteurs qu'on a pu interroger dernièrement, notamment à Sciences Po Paris, on voit bien que les agriculteurs occitans sont davantage positionnés dans une quête de reconnaissance identitaire,
confèrent ces agriculteurs en colère aujourd'hui dans les zones intermédiaires de l'ouest de la région, et des agriculteurs plutôt en quête de reconnaissance politique parce qu'ils œuvrent à la transformation dans les zones de piémont ou de montagne. C'est-à-dire que on a finalement, notamment, je dirais même, deux jeunesses agricoles qui se font face dans cette région tout particulièrement, et notamment une jeunesse agricole qui finalement a du mal à s'en sortir dans ces zones intermédiaires, et une jeunesse agricole plus encline finalement à la transformation des systèmes, mais qui cherche à être reconnue pour d'autres raisons. Voilà. Autre élément important à souligner, ce sentiment de désespoir qui s'accroît dans la France agricole. Et on l'a vu à travers une comparaison d'enquête qui avait été réalisée il y a 30 ans par Viard et Hervieux, ce sentiment de désespoir en France chez les agriculteurs, ce sentiment même d'inquiétude est beaucoup plus présent. Et quand on regarde de près ce qui se joue dans nos régions, et notamment en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, on se rend compte, alors désolé du petit bug, je vois que les cercles ont bougé, mais ce qu'on voit, c'est que ce sentiment d'inquiétude et de désespoir est beaucoup plus fort dans les régions d'Occitanie ou de Nouvelle-Aquitaine, et beaucoup plus fort notamment dans des zones de viticulture et dans les zones de grande culture de ces mêmes régions. C'est quelque chose qui apparaît comme assez saillant. Autre élément sur lequel je voulais revenir, ces défis entrepreneuriaux qui sont à l'œuvre, tout particulièrement dans une région qui est confrontée à la gestion des incertitudes et aux crises climatiques sur lesquelles vous allez revenir dans le cadre des autres webinaires. Ce qui est important aussi à souligner, c'est que dans la région, plus que dans d'autres régions, les horizons pour ces exploitations semblent beaucoup plus obscurs, beaucoup moins clairs, beaucoup moins précis. Ce qu'on observe, c'est une confiance dans la France agricole entière, limitée dans l'avenir des exploitations, et une rentabilité qui est perçue comme beaucoup plus faible. Mais quand on regarde de près ce qui se joue, notamment dans le sud-ouest, en Occitanie ou en Nouvelle-Aquitaine, c'est encore plus prégnant. Le manque de confiance en l'avenir est beaucoup plus fort dans les exploitations du sud-ouest de la France, et notamment en Occitanie, et notamment du côté des exploitations viticoles. Le sentiment d'être sur des exploitations jugées comme peu rentables est beaucoup plus fort aussi, finalement, dans cette région, comme dans la région Nouvelle-Aquitaine, et beaucoup plus fort aussi dans les exploitations viticoles et de grande culture de cette région. Par rapport à la perception de l'avenir, là aussi, globalement, les agriculteurs ont une perception de l'avenir qui est beaucoup plus sombre que le reste des Français. Et quand on regarde de près, c'est dans la région Occitanie et dans la région Nouvelle-Aquitaine que les chiffres sont beaucoup plus élevés, et notamment quand on regarde de près ce qui se joue dans les zones viticoles, c'est là aussi où on considère que non seulement la situation s'est dégradée, mais que l'avenir est beaucoup plus sombre. Autre élément sur lequel je voudrais insister, et qui est illustré par cette figure, ce schéma qui donne à voir la complexité des exploitations, et il s'agit là d'une exploitation même occitane. Ce que les statistiques oublient de dire, finalement, c'est que les exploitations agricoles occitanes sont de plus en plus complexes. Alors certes, on a encore un grand nombre d'exploitations de type individuel et familial dans notre région, mais les statistiques passent souvent à côté d'une montée en complexité que la région a du mal à appréhender. Et c'est vrai que les enquêtes que je réalise dans d'autres régions, dans le quart nord-ouest et nord-est, donnent à voir une complexité qui est beaucoup plus assumée. C'est-à-dire que on a des exploitations qui sont peut-être beaucoup moins complexes, du moins c'est ce que nous dit l'appareil de statistique agricole, mais quand on va sur le terrain, on voit bien que cette complexité elle est à l'œuvre, et que cette complexité elle a du mal à coexister avec d'autres formes d'agriculture beaucoup plus simples. Et ça, c'est vraiment un angle mort, selon moi, finalement, des exploitations occitanes. Et quand on fait du terrain, et j'en ai fait dernièrement dans le département de l'Aude ou dans le département de l'Hérault, dans certaines filières, et notamment la filière des fruits et légumes, on ne peut pas en rester à dire que les exploitations sont encore très simples et organisées selon un schéma assez classique. Parce que finalement, on voit bien qu'un certain nombre d'exploitations dans le secteur viticole ou des fruits et légumes relèvent plus de la holding que de l'exploitation familiale, plus du groupe familial que de l'exploitation à la papa. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut prêter une attention toute particulière. Parce que finalement, j'ai l'impression que au sein de la région, un certain nombre d'évolutions ont du mal à être acceptées, ont du mal à être accompagnées aussi par
parfois nos appareils respectifs, hein, que ce soit l'appareil de recherche, de formation, l'appareil de développement. Or, cette complexité, elle est bel et bien là. Elle est peut-être beaucoup plus indicible, beaucoup plus invisible dans la région, mais elle est là. Je pense qu'il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. Et ça, les enquêtes de terrain peuvent nous aider à comprendre cette complexité. Une complexité qui est liée à celle des familles agricoles occitanes elles-mêmes, qui ne regardent pas l'agriculture de la même manière. Parce que oui, on a des exploitations de plus petite taille et de type familial. Mais posons-nous la question, est-ce qu'en Occitanie, les familles agricoles sont toujours au service de l'exploitation? J'en suis pas forcément sûr. On a en Occitanie, dans des régions de plaine, comme le Lauragais, mais aussi dans des régions qui sont celles du Bas-Languedoc, des exploitations qui sont de plus en plus gérées par des tiers. Donc oui, on a des exploitations familiales de type patrimonial, mais posons-nous la question des acteurs qui font le travail dans ces mêmes exploitations. Et ça, l'appareil de statistique, parfois, est un peu dans l'incapacité de nous dire si finalement les familles agricoles de la région sont au service de ces exploitations. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elles sont au service du maintien d'un patrimoine agricole. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne dit rien de la capacité finalement à relever un certain nombre de défis pour l'agriculture et un certain nombre de filières. Parce que maintenir des exploitations familiales pour des raisons patrimoniales n'augure pas forcément du maintien d'un certain nombre de filières à l'échelle de certaines petites régions, il faut se le dire, voilà. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas forcément mettre sous le tapis, parce qu'un certain nombre de petites exploitations en Occitanie, qu'elles soient oléicoles, qu'elles soient viticoles, tiennent selon des logiques patrimoniales, mais pas forcément des logiques qui relèvent d'un projet entrepreneurial de type familial. Et ce qu'on voit en Occitanie notamment, voilà, je vais terminer rapidement, c'est des logiques de délégation du travail, on le voit de très près dans la région, dans la petite région du Lauragais, mais aussi dans d'autres régions. Et ce qu'on peut se dire, c'est que quand même un certain nombre d'exploitations sont amenées à évoluer. Vous en parlerez très certainement lors du prochain webinaire en raison d'un certain nombre de défis externes comme celui du changement climatique, mais on doit finalement se dire que ces exploitations, elles vont relever de logiques d'association, de délégation nouvelles. Bon. Et malgré la densité des exploitations présentes à l'échelle du territoire, posons-nous la question de la capacité à construire encore du collectif à l'échelle de certaines exploitations. Moi, je suis frappé quand je vais sur un certain nombre de barrages, sur un certain nombre de points de conflit chauds, que les agriculteurs me disent finalement, on ne se connaissait pas avant d'être ensemble sur ces barrages. Hein. Finalement, le territoire apparaît comme dense en termes d'exploitation agricole, mais les exploitants agricoles de la région se parlent de moins en moins entre eux. Et l'enjeu du faire ensemble est un enjeu, à mon avis, est un défi à relever qui ne va pas de soi dans cette région, qui ne va pas de soi dans des zones intermédiaires où des défis territoriaux sont de plus en plus prégnants et qu'il va falloir relever parce que ça a été souligné par Nelly, le pouvoir des agriculteurs est de plus en plus disputé dans une région qui attire énormément et pas que pour des régions agricoles. On a une région qui se caractérise par un sentiment d'abandon parce qu'un certain nombre d'outils industriels ont quitté le territoire et certaines zones intermédiaires. Si ce territoire est plus en colère que d'autres, c'est parce que des efforts consentis ne semblent pas toujours payés et parce que les outils de transformation ne sont pas toujours là. C'est-à-dire que finalement, on a un désir de petites fermes, de micro-fermes, de circuits courts, de démarches innovantes, mais posons-nous la question, a-t-on finalement aussi les outils industriels, les outils de collecte, les outils industriels de transformation en place pour finalement consolider ces exploitations qui, on le voit, ont une durée de vie dans certains secteurs assez limitée. Pourquoi ? Parce que finalement, l'appareil industriel local, l'appareil de transformation n'est pas toujours au rendez-vous dans certains territoires, et je pense notamment à ces zones intermédiaires. Voilà ce que je pouvais dire, finalement. Je n'irai pas plus loin pour pouvoir laisser place au débat. Mais je pense que peut-être plus qu'ailleurs, des questions d'ordre structurel se posent à nos agricultures régionales. C'est-à-dire que quand on fait du terrain dans notre région, on se rend compte que, et quand on revient ici pour faire du terrain, notamment dans les zones intermédiaires, et j'en ai fait depuis plus d'1 an, notamment dans les zones un peu chaudes, entre guillemets, où la colère s'est exprimée, finalement, un certain nombre de défis structurels n'ont pas été toujours relevés, selon moi. Et je pense qu'il y a peut-être un enjeu à
à penser ce que seront les structures d'exploitation dans la région Occitanie demain. Et ce qui pourrait se mettre en place, parce que finalement, la gestion des incertitudes et des risques semble beaucoup plus difficile confère la crise autour de la DNC ici, parce que un certain nombre de défis structurels n'ont peut-être pas été relevés à temps. Et je pense que peut-être qu'en 2026, plus qu'hier, il va falloir les relever dans notre région. Un grand merci François pour cet exposé qui apporte beaucoup d'éléments, qui pose aussi beaucoup de questions. Je pense qu'on a eu vraiment deux aperçus extrêmement importants pour notre opération Corae, hein. Donc, si je résume, l'agriculture en Occitanie, c'est un géant parce qu'effectivement, c'est le premier secteur d'emploi, mais c'est un géant au pied d'argile parce qu'effectivement, on voit que, et ça c'est particulièrement frappant, le revenu moyen, il est faible et il diminue par rapport effectivement à la moyenne nationale, donc il y a un décrochage. J'ai été particulièrement frappé aussi par ce qu'a dit François sur le décalage entre l'offre et la demande en termes d'installation, hein. Donc, du coup, il y a une attractivité de l'activité agricole qui ne se fait pas dans une continuité de transmission, frappé aussi par ce qui a été dit sur la faiblesse de nos capacités de transformation, donc la fragilité du point de vue des filières, de l'articulation entre la production agricole et les outils de transformation, et faiblesse qui s'accroît, comme l'a indiqué, fragilité qui s'accroît, comme l'a indiqué François. Et puis, enfin, ce qui me paraît vraiment très important dans notre réflexion, c'est de ne pas oublier que derrière les chiffres, derrière la production, il y a des hommes, des femmes, il y a des familles, il y a des réseaux des réseaux sociaux, des réseaux de solidarité qui font que des territoires tiennent ou ne tiennent pas. Et ce qui a été dit sur les logiques de délégation, le fait qu'on peut avoir, et c'est quelque chose qui est un peu sous les radars, des formes de dissociation entre le travail et le capital, c'est vraiment des choses qu'il faut analyser de près. Donc on voit que il y a de nombreuses questions qui se posent, hein, et donc qui vont alimenter nos réflexions. Alors Sylvie, est-ce que j'ai l'impression que les participants ont déposé assez peu de questions, mais Sylvie, si tu veux prendre la main. Il y en a deux qui se recoupent concernant François, les défis structurels à relever, dont vous avez fait mention. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus, les décrire et... Oui, je pense que le travail dans des exploitations familiales aujourd'hui, enfin, je l'ai dit, hein, n'est plus supporté uniquement par les seuls actifs familiaux. Bon. Le maintien même des actifs familiaux passe par la capacité que ces actifs familiaux auront encore à pouvoir s'associer, bon, et à pouvoir justement faire ensemble. Bon. Les ressorts du faire ensemble sont extrêmement fragilisés. Et c'est pas parce qu'on a des agriculteurs qui veulent faire ensemble qu'ils peuvent faire ensemble. Voilà. Parce que le faire ensemble, ça signifie, bon, on en a parlé, Nelly a dit que le territoire était relativement dense, hein, densément peuplé d'agriculteurs. Mais on a des logiques aussi à l'échelle des territoires qui ont du mal à coexister, hein. La présence de 3 agriculteurs dans la région, à l'échelle même d'un même canton, ne signifie pas forcément que ces 3 agriculteurs vont pouvoir travailler ensemble. Parce que finalement, on a un écartèlement des ambitions productives, un éclatement des ambitions entrepreneuriales qui sont même encore plus marqué, je trouve, dans cette région que dans d'autres régions dans lesquelles un certain modèle reste affirmé. Je trouve que plus que dans d'autres régions, les travaux de terrain que j'ai pu faire donnent à voir un éclatement de ces modèles entrepreneuriaux, et on le voit, et on voit combien c'est difficile pour eux finalement de participer toujours d'un même élan collectif. Donc il
il y a un défi structurel parce que l'évolution des structures d'exploitation, notamment dans la région, ont relevé du faire ensemble pendant très longtemps et de la mise en place d'outils collectifs. Bon. On a peut-être négligé, au prétexte qu'elles étaient encore statistiquement familiales, les fragilités de ces structures familiales. Voilà. Et c'est vrai que on a pu penser que ces exploitations allaient permettre la consolidation et le maintien d'outils économiques. Moi, ce qui me frappe dans la région, plus que dans d'autres régions, hein, et j'étais il n'y a pas longtemps dans la région Grand Ouest, c'est l'extrême fragilité des exploitations familiales, mais l'extrême fragilité aussi des outils parfois coopératifs, des outils industriels, parce que ce n'est pas tant des exploitations en crise qu'on a devant nous, qu'un ensemble d'acteurs de l'économie agricole. C'est ça qui est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on s'attarde. Parce que on le voit bien, dans des régions où on a eu des structures coopératives largement implantées qui maillaient énormément, c'est tout un maillage de l'économie agricole aujourd'hui qui est en train de s'effriter. On le voit très bien dans des régions de l'Est, dans des petites régions de l'Est languedocien où on voit que les outils de la viticulture sont malmenés aujourd'hui. Hein. Mais on le voit aussi dans les zones intermédiaires ici à côté de Toulouse où des outils économiques sont en zone céréalière en grande difficulté. Et ça nécessite peut-être qu'un travail soit accompli sur les outils à l'échelle du territoire qu'on va pouvoir mettre en place pour faire en sorte que cette restructuration soit possible, cette montée en complexité soit possible, parce que en fait, on a des agriculteurs qui sont un peu seuls pour prendre en charge cette complexité. Je m'explique. La gestion des aléas passe par la capacité d'une exploitation aussi à aller chercher de la main-d'œuvre facilement, de la ressource juridique beaucoup plus facilement. On a besoin plus qu'ailleurs ici d'une ressource qui permet à l'exploitation d'être plus consolidée. Voilà. Au-delà des bons chiffres de l'installation, je pense qu'il y a un enjeu dans la région plus qu'ailleurs, et ça a été dit par Nelly, à consolider les exploitations. Merci. L'autre question, Sylvie, peut-être? Une autre question sur, vous avez dit, François, vous avez parlé de la fragilité hein, qui prenait forme surtout dans les zones intermédiaires. Est-ce que vous pouvez qualifier ces zones et les comparer et indiquer les zones un peu qui s'en sortent le mieux? C'est pas si simple que ça, mais moi, ce que j'observe, c'est que ces zones qui vont de Toulouse à Montauban, en allant de Toulouse à Saint-Gaudens, ces zones-là, justement, où on voit encore aujourd'hui des barrages, peuvent être caractérisées comme étant des zones aussi intermédiaires à faible avantage comparatif, à faible avantage agronomique, et qui ne sont pas des zones de montagne. Et c'est des territoires où, finalement, qui ont perdu parfois l'ICHN. Ce sont des territoires qui ont perdu ces dispositifs de politique publique qui leur permettaient aussi de tenir. Et c'est des zones dans lesquelles, en plus, il y avait des contrats maïs, il y avait des contrats en palmipèdes, il y avait des contrats qui sécurisaient l'exploitation familiale. Et là, on voit que c'est des zones dans lesquelles il y a une chute des contrats maïs, des difficultés à consolider l'accès à l'eau. Des zones qui se situent entre plaine et montagne. Mais là aussi, je pense qu'il y a un enjeu, il y a un rapport très intéressant du CGER qui avait été produit il y a quelques années sur ces zones intermédiaires. Il y a un enjeu à mieux cartographier ces zones intermédiaires aussi dans notre propre région, parce que depuis ce rapport qui a été produit il y a quelques années de ça, je pense que on pourrait caractériser peut-être d'autres territoires comme étant des territoires un peu de l'abandon, des territoires de l'oubli. Donc je parle de zones intermédiaires, des territoires dans lesquels finalement on a perdu plus qu'ailleurs certains types d'exploitation qui étaient jusqu'alors bien adossés à des filières.
Merci François. Il y avait, par rapport à ce que vous venez de dire, il y avait une question sur qu'est-ce que l'ICHN, mais Guillaume vient d'y répondre, c'est l'indemnité compensatoire de handicap naturel, hein, c'est un instrument de la PAC pour, dans des territoires, apporter une aide publique agricole voilà, destinée à compenser des surcoûts et des pertes liées aux contraintes naturelles. Je me permets de répondre sur cette question. Sinon, deux autres Merci, questions peut-être. qui, Oui. peut-être deux autres questions relatives aux outils de transformation que vous avez évoqués, François, avec une première question qui est relative, vous avez parlé du manque de main-d'œuvre et la fragilité des outils de transformation en plaine, donc plus lié donc dans des zones où dans des exploitations en production végétale, et la question concernait les productions animales, qu'est-ce qu'il en est, quel est votre regard, et notamment avec la fermeture des abattoirs. Alors, je ne suis pas un spécialiste quand même de ces questions. Nelly a peut-être aussi d'autres éléments sur les entreprises de l'agroalimentaire. On l'a peu abordé. Je pense que ça peut faire l'objet, à mon avis, d'une séance. Parce que vraiment, il y a un enjeu à reconnecter les politiques agricoles avec les politiques industrielles. Moi, j'étais il n'y a pas longtemps dans l'Ariège avec une jeune agricultrice qui s'est installée en circuit court et qui me disait, parce que j'enquêtais pas très loin de chez elle, elle me disait, mais je suis obligée aujourd'hui de faire 1 heure de voiture pour aller faire transformer mon lait, quoi. Et elle me dit, ce projet, il correspond à la fois à mon ambition personnelle, mais aussi à un souhait qui est exprimé par des populations locales, que d'avoir accès finalement à ce lait transformé. Et pour autant, eh bien, pour cette jeune femme qui était seule en plus sur l'exploitation, c'était de plus en plus compliqué d'imaginer continuer. Et elle me disait, mais en fait, il y a un moment donné où il faudra quand même que ce territoire réinvestisse dans ce pan-là de l'économie aussi, quoi. Merci Sylvie. Peut-être la dernière question et puis il va falloir conclure. Il y a une question qui touche à la diversification avec notamment l'opportunité de la culture du chanvre, mais derrière qui pose la question de la structuration des filières et la structuration et l'absence aujourd'hui d'une filière de transformation. La question. Oui, François ou Nelly? Nelly, peut-être, je sais pas. Alors effectivement, la culture du chanvre fait partie des productions qui commencent à se développer un petit peu en région. Néanmoins, la structuration d'une filière est assez dépendante, la structuration de ces exploitations est assez dépendante de la structuration de la filière, effectivement, parce qu'on est sur des filières qui nécessitent des débouchés très spécifiques, qui ne peuvent pas se développer sans accompagnement par des entreprises de l'aval. Alors oui, pour moi, c'est un des enjeux sur de nombreuses filières même existantes, le maintien des outils de valorisation et de transformation ou la création de nouvelles filières. C'est un gros enjeu. Pour le développement des nouvelles filières, notamment en végétal, ça fait partie des freins majeurs à lever pour pouvoir mettre en place des cultures qui sont, par exemple, plus adaptées au changement climatique ou aux attentes sociétales, etc. Merci Nelly. Je propose qu'on arrête là. On a un peu dépassé effectivement le temps qu'on s'était imparti, mais enfin c'est normal. Il y a encore une question de Ludovic L'Huissier sur finalement en termes de prospective, qu'est-ce que cela nous dit? Mais je pense qu'on va y travailler effectivement au cours de la consultation Corée. Donc on voulait poser effectivement un certain nombre de données de base. Vous pourrez trouver des réponses à ces questions sur les pages
donc du site web consacré au webinaire, hein, où on poursuit les interactions et on poursuit l'apport et le partage de connaissances sur ces questions avec ce fantastique outil. Donc, merci à toutes et à tous. Merci tout spécialement à Nelly et à François pour ces exposés vraiment édifiants et vraiment voilà, très importants. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même lieu, pour un sujet qui est également important, hein, l'impact des règlements et du changement climatique sur les activités agricoles. Et puis on enchaînera. Maintenant, on a un autre rendez-vous hebdomadaire pour quelques semaines pour lancer cette consultation Corée. Voilà. Merci à toutes et à tous. Et puis à très bientôt pour la suite. Bonne soirée. Merci beaucoup.